Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'Imaginov, d'animation, de cartoon movie, bref, d'images en mouvement. Je pense que ça va simplifier les choses avec Olivier Thomas. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, concrètement, vous êtes directeur général d'Imaginov. Absolument. Imaginov, donc le pôle de compétitivité des contenus et des usages numériques. Et donc qui s'intéresse à un certain nombre de filières, dont l'animation, effectivement, notamment cette semaine, enfin la semaine passée, était le fer de lance de manière assez forte. Donc les Lyonnais ne le savent pas trop, mais pendant 3-4 jours, Lyon a été un peu la capitale du cinéma d'animation, avec Cartoon Movie, un salon qui n'est absolument pas grand public, mais qui est dédié aux professionnels. Qui est un salon de professionnels, effectivement, 750 professionnels qui viennent de 34 pays de toute l'Europe. C'est vraiment le moment où Lyon est le carrefour de l'animation mondiale. Plus de 200 projets qui sont présentés à différents stades, que ce soit à des stades vraiment de concept ou de production ou de développement. Oui, vraiment, on peut dire que c'est le moment où l'ensemble des professionnels de l'animation européen qui comptent se retrouvent à Lyon. Et pourquoi Lyon ? Lyon, c'est une vieille histoire, on est à la 17e édition. Effectivement, il y a de toute façon une forte prégnance du cinéma d'animation en région Rhône-Alpine et inversement, la région Rhône-Alpine et Lyon, entre autres, est un des endroits où on produit des films, où on a un certain nombre de producteurs, de réalisateurs, de sociétés qui travaillent dans le cinéma d'animation. Alors, le grand film de cette année sur Cartoon Movie, et sur les années précédentes, hein, c'est marrant, c'est Ma vie de courgette. Chaque fois qu'on parle d'animation, on pense tout de suite à Pixar, les films en 3D qui en mettent plein les yeux. Là, pour le coup, c'est du stop motion. Donc, c'est-à-dire qu'on fait faire un petit mouvement à une marionnette ou de la pâte à modeler, on prend une photo et ainsi de suite. Et à la fin, on a un mouvement. Pourquoi à Lyon, on se retrouve à avoir un film en stop motion et pas du Pixar ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut bien se rendre compte que c'est un événement, c'est-à-dire une coproduction de cette taille-là, puisque c'est une coproduction franco-suisse, de cette taille-là, dans cette modalité-là. Cette modalité-là, moi j'aime bien toujours penser que c'est une espèce d'artisanat hyper spécialisé, c'est-à-dire que la modalité stop-motion, c'est quelque chose qui demande vraiment un travail de précision absolument dingue. Et on a eu, effectivement, nous on est situé donc sur le pôle Pixel à Villeurbanne, on a vu cette production-là se développer au quotidien. C'est absolument incroyable en termes de rendu derrière et c'est absolument incroyable en travail d'artisanat. Donc ça veut dire des équipes multi-compétentielles qui travaillent vraiment sur des détails absolument impressionnants. C'est emblématique effectivement de l'innovation qui est capable de produire ce territoire dans des types de production un peu effectivement différents des grandes machines et des technologies habituelles. Parce que c'est vrai qu'on vient de parler de Pôle Pixel, les mauvaises langues ont tendance à dire depuis qu'il n'y a plus Kaamelott à Lyon, il n'y a plus rien là. Donc, alors que le Pôle Pixel, c'est toujours complet, non ? C'est le syndrome du fils prodigue, oui. Bien sûr, évidemment. Kaamelott, ça a été un moment marquant. Après, le Pôle Pixel, c'est un endroit à Villeurbanne qui est absolument tout le temps plein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un nombre de boîtes qui remplit tout le temps l'espace. Il y a des productions en permanence et Ma vie de courgette, c'en est un bon exemple. Il faut voir le nombre de gens qui mobilisent Ma vie de courgette. Et puis, ça fonctionne tellement bien d'ailleurs, grâce aux efforts de Rhône-Alpes Studio, Rhône-Alpes Cinéma et de Grégory Fass, ça fonctionne tellement bien qu'il y a une extension qui est en visibilité. C'est un secteur qui fonctionne très bien à Villeurbanne, qui produit des boîtes, qui produit des projets. Kaamelott, oui, c'est une référence effectivement historique, mais c'est plus qu'une référence historique maintenant. Parce que Imaginov, on a eu tendance un petit peu à se demander qu'allait devenir Imaginov quand le jeu vidéo est mort à Lyon, quand Infogrames est parti, enfin plutôt Atari, Infogrames, on comprenait plus ce que c'était, mais en tout cas, le jeu vidéo était parti, puis on nous dit le jeu vidéo est mort, puis on a Dishonored qui arrive, puis le jeu vidéo est encore mort, et ainsi de suite, et derrière, on parle pas de tout le reste. Donc... Alors, deux choses. D'abord, il faut que je le dise quand même, parce que ce storytelling sur le jeu vidéo à Lyon est mort, c'est incompréhensible pour moi. C'est absolument incompréhensible pour moi. On a, il y a 3 mois, une boîte formidable qui s'appelle Ivory Tower, qui est située juste à côté d'ici, qui sort un jeu mondial qui s'appelle The Crew, qui est un jeu absolument fantastique, qui se vend dans le monde entier. Ça a explosé les scores, Ubisoft est absolument ravi. On a 2 gros studios de jeux vidéo, on a plein de studios moyens de jeux vidéo à Lyon qui fonctionnent très bien. Donc le jeu vidéo est mort, j'y crois pas une seconde. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'il n'y a plus de Bruno Bonnel qui est un petit peu l'équivalent d'un Peter Moulineux qui est là pour raconter, faire du storytelling en permanence?
Non, non, mais effectivement, la fin de l'aventure que vous avez décrite, elle est réelle. Voilà, on était sur des modèles, effectivement, d'articulation, d'un développement économique de filière centré sur un gros acteur. Là, on est sur des choses, sur des modèles qui sont un peu différents. Le modèle économique du jeu vidéo a un peu changé. Il n'empêche que c'est une industrie qui fonctionne très bien, c'est une industrie dans laquelle la France est bien placée, et c'est une industrie dans laquelle Lyon est très bien placé en France. Voilà, c'est un modèle différent. Donc on voit ça, et puis à côté on a l'animation, où là, je vais encore me faire l'avocat du diable, où à Lille on a par exemple Ankama qui fait beaucoup parler de lui, et puis à Lyon on a l'impression qu'on a un peu plus des artisans, des gens qui se mettent moins en avant. Moi, je continue à dire ce que j'ai dit sur le jeu vidéo, c'est-à-dire que ne voir que le très gros, ça obère la dynamique du tissu local. Par exemple, il faut quand même se rendre compte que si on prend toute la région Rhône-Alpes, pas seulement Lyon, mais si on prend toute la région Rhône-Alpes, 10% de la production dans l'animation, elle est en région Rhône-Alpes. Alors de toute façon, d'ailleurs ça a été dit au Cartoon Movie, il y a une étude un peu précise qui va se monter au niveau européen pour voir quelles sont les places fortes, etc. Il est clair que si on rajoute Lyon avec le pôle Pixel, Citia, le travail que font les équipes de Patrick Evenot à Annecy, absolument formidable aussi de ce point de vue-là, plus effectivement Valence et la cartoucherie qui se dédie, on a quand même un nombre de producteurs qui produisent beaucoup de choses. Il y a 3 longs métrages d'animation. Pour prendre que le long métrage, qui est un exercice extrêmement compliqué, il y a 3 longs métrages d'animation rhône-alpin qui sortent cette année dans les salles de cinéma. Des produits qui demandent beaucoup de temps. Des produits qui demandent beaucoup de temps, qui demandent beaucoup d'investissement et qui demandent des logiques de distribution dans un univers hyper concurrentiel qui sont très compliqués. Ça sort. Voilà. Donc on est effectivement, on est sur, effectivement, c'est pas Ankama, c'est pas le modèle Ankama, mais on est sur un territoire qui produit beaucoup de choses. Concrètement, aujourd'hui, on est sur à peu près combien d'emplois? On est journaliste, on adore les chiffres. Combien d'emplois? Vous, Imaginov, c'est combien d'emplois les gens qui sont dans votre pôle de compétitivité? Alors, si je prends l'ensemble des gens qui sont dans notre pôle de compétitivité, on est à peu près à 170 structures. J'enlève un ou deux gros qui faussent un peu les statistiques. On est à 450-500 emplois. Alors après, on a des structures qui rentrent, des structures qui sortent, etc., qui grossissent, mais après, il faut voir effectivement secteur par secteur, sous-secteur par sous-secteur. Ce qui est sûr, c'est qu'on a plutôt tendance, nous, à avoir beaucoup de boîtes assez jeunes, parce qu'on est, que ce soit dans le jeu vidéo, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans l'audiovisuel, et que ce soit dans le background technologique de tout ça, parce que c'est important, il ne faut pas oublier que le pôle quand même a une vocation aussi à porter la recherche et le développement. On est sur des boîtes qui sont assez jeunes généralement, donc effectivement qui se construisent sur des relations partenariales, enfin on est dans des secteurs sur lesquels il n'y a pas vocation, il n'y a pas forcément vocation à avoir des boîtes à 500 salariés tout de suite. Mais vous venez de parler de recherche et développement, donc ça tombe bien, vous êtes venu chez Imaginov, où on est venu vous chercher, je ne sais pas, pour vous occuper de cette branche. Concrètement, on peut faire quoi en recherche et développement dans ce secteur? Mais on peut faire beaucoup de choses. Il y a par exemple un travail absolument énorme et qui est d'ailleurs une des priorités des plans industriels, des 34 plans industriels qui avaient été montés par Arnaud Montebourg à l'époque. Il y a un travail absolument extraordinaire sur la réalité virtuelle. Prenez une boîte comme Timto, qui est une boîte valentinoise pour le coup, mais prenez une boîte comme Timto. Timto, c'est à la fois un résultat final qui est absolument extraordinaire, qui est Gus, effectivement, sorti en salle, et puis c'est une boîte qui est très très intensive en recherche et développement, sur la 3D, sur des logiques de captation, etc. L'image, le secteur de l'image, mais de manière générale, le secteur des contenus numériques, puisque en fait c'est ça qu'on fait, le secteur des contenus numériques, c'est un secteur qui produit beaucoup, mais alors effectivement elle est un peu cachée derrière, c'est toujours le problème de ce secteur-là, c'est-à-dire qu'on voit l'œuvre, on voit le produit final, et on ne voit pas l'innovation technologique qu'il peut y avoir derrière. Or il y a beaucoup d'innovation technologique, nous notre job c'est de dire, prenez des labos, on a des labos qui ont des compétences dans l'image qui sont absolument extraordinaires, prenez des gros industriels, et puis montez la sauce technologique. Et ça vous fait une venez de différence. parler de réalité virtuelle. Ouais. Donc on pense à l'Oculus Rift, qui a par exemple un masque où quand on lève les yeux, on voit l'image lever les yeux et ainsi de suite. On est vraiment dans le jeu, dans le film. Ça, c'est des choses où on a à Lyon ou dans la région des gens qui commencent déjà à travailler là-dessus. Oui, on a des gens qui commencent à travailler. On a une boîte formidable qui s'appelle Color, par exemple, qui n'est pas lyonnaise non plus, mais qui n'est pas très loin. On a une boîte qui s'appelle Color qui travaille, par exemple, sur des logiques de 360. Le problème de l'Oculus Rift, le problème de ce type de headset, c'est la capacité à embrasser une vision périphérique. Bon, eux travaillent sur déjà des logiques de capacité à générer de l'image qui soient à panel très large. Et en plus, je le dis quand même clairement,
le nombre d'applications pour ça est absolument infini. Ça veut dire que tous ces gens qui travaillent sur la réalité virtuelle, tous ces gens qui travaillent sur l'image, par exemple, il y a des applications dans le médical qui sont absolument dingues. Pardon. Mais pour vous, la réalité virtuelle, c'est le gros chantier de demain ou il y a d'autres chantiers qu'il ne faut pas négliger? Parce qu'on sait que Facebook a lâché à peu près 2 milliards de dollars pour acheter l'Oculus Rift sans reverser le moindre centime à ceux qui avaient payé financer le projet comme moi. Mais ça, c'est une anecdote où ce sont les particuliers qui ont financé le projet en versant 300 dollars pour avoir ce masque. Et derrière, Facebook lâche 2 milliards. Mais si Facebook se lance là-dedans, c'est peut-être... C'est un bon indice, ouais. Effectivement. Alors, il y a plusieurs lignes techno sur lesquelles on peut aller. Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est la conjonction de la techno et du marché. Clairement, sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée, je ne vais pas rentrer dans la sémantique, il y a de toute façon une capacité à aller chercher des marchés qui est absolument extraordinaire. La raison pour laquelle des gens comme Facebook, des gens comme Google s'intéressent à ce genre de choses, c'est effectivement, il y a des verrous technologiques à faire sauter, définition de l'innovation bien sûr, mais il y a aussi des logiques d'usage et des logiques de marché à voir derrière. Oui, c'est un moment hyper important. On arrive dans un grand écart total. D'un côté, on a ma vie de courgette qui est limite de l'artisanat, qui est quelque chose, on a l'impression qu'il y a une âme dedans, et puis de l'autre côté, on se parle de réalité virtuelle. Comment vous, à Imaginov, vous arrivez à... On peut faire le grand écart comme ça, Imaginov? Je suis pas sûr que le grand écart soit si grand que ça, c'est-à-dire ma vie de courgette avec l'Oculus Rift. Ouais, mais alors il y a deux choses. Il y a d'abord, oui, ma vie de courgette avec l'Oculus Rift. Alors c'est pas comme ça effectivement, mais pour voir l'image, effectivement, il y a ça. Il y a en quoi effectivement le fait de faire sauter des verrous technologiques va permettre d'avoir des expériences utilisateurs et donc des expériences spectateurs, pour le dire comme ça, des expériences consommateurs de culture différentes. Moi, le parallèle que j'ai toujours en tête, alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est effectivement le livre numérique. C'est-à-dire que le livre numérique, on en pense qu'on en veut, mais le livre numérique a changé les habitudes de consommation, a changé la manière de... Bon, voilà. De la même manière, sur ces œuvres-là, il y a des backgrounds technologiques qui vont changer l'expérience. Deuxième chose, il y a quand même la rationalisation de la production. C'est-à-dire que, très clairement, on est dans des secteurs, le secteur de l'image pour faire court, mais le secteur des contenus, de manière générale, qui a pris de plein fouet la révolution numérique. Et ça change les capacités de production. On réfléchit par exemple avec un certain nombre de sociétés dans lesquelles il y a des discussions d'implantation éventuelle pour dire attention, nous on est en capacité effectivement de vous faire travailler sur des processus de recherche et développement pour construire des modalités de production qui vous permettent, je le dis parce que c'est important, qui vont permettre de ne pas délocaliser votre production, parce que c'est un peu le problème aussi du secteur de l'image. C'est que si on augmente les marges de compétitivité sur la production, et ben dans ce cas-là, on n'a plus besoin d'aller en Asie, etc. Et on avait un bouquin qui était génial, qui montrait que par exemple les dessins animés étaient faits en Corée du Nord. Voilà, donc... Augmentation de la productivité par la rationalisation des technologies de production égale capacité à rapatrier la production ici. Et puis ça, c'est un vrai mouvement. Et c'est un mouvement, par exemple, dans l'animation. Mais on arrive à maintenir le secteur de l'animation sans devoir délocaliser. Alors c'est vrai que la Corée du Nord, c'était un peu un exemple extrême, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de délocalisation pour l'animation. Je vais vous dire deux choses. D'abord, l'environnement, le gouvernement par exemple, fait des efforts. Il y a un crédit d'impôt sur l'animation qui a été un peu durci. Voilà. Donc ça devient plus avantageux. Et ça, c'est le premier étage d'une fusée. Je parlais effectivement de l'apport technologique. On commence à voir, non pas de l'arrêt de la délocalisation, mais de la relocalisation qui arrive en Europe et spécifiquement en France. Là, ça commence à être intéressant. On commence à avoir des boîtes qui ont passé 10 ans à faire leur production au Vietnam, en Indonésie, etc. Alors ça commence à leur poser des problèmes parce que le niveau de vie augmente, les salaires augmentent, etc. Bon, et qui rapatrient en France. Et qui rapatrient possiblement, évidemment, sur le territoire qui est le nôtre. Et puis juste, effectivement, troisième chose sur laquelle, pour finir sur ce grand écart, cette capacité à créer du contenu articulé sur de la capacité technologique, eh bien ça, c'est diffusable dans un certain nombre d'autres secteurs. Et effectivement, toutes ces compétences-là, à un moment donné, elles ont aussi des intérêts sur des choses comme la Smart City, par exemple. Quel est le rôle de la muséographie dans la Smart City? Elles ont des choses. Donc, ce n'est pas un grand écart. Imaginov a son job, qui est de dire, effectivement, on est sur un certain nombre de secteurs originels, on cherche des marchés débouchés, on cherche la manière dont la techno renforce ces choses-là, et finalement, on est, oui, entre les gens qui travaillent sur l'Oculus et on va arriver sur la dernière question. Celle qu'on oublie souvent, c'est qu'on nous montre de belles technos, y compris dans la ville intelligente, sans penser aux usages. Et là, comment on fait en sorte que ça raccroche entre des belles idées et le public?
C'est notre job. Oui. C'est notre job. Nous, au fond, on ne s'intéresse pas aux tuyaux. Ouais. Les capteurs, c'est très bien. Moi, j'aime bien les capteurs, mais les capteurs, c'est jamais qu'un moyen. Comment est-ce qu'on collecte l'info? Comment est-ce qu'on choisit l'info? Comment est-ce qu'on l'agrège? Comment est-ce qu'on la visualise? Comment est-ce qu'on l'utilise? Ça, nous, c'est notre job, c'est le job de nos boîtes, c'est le job de nos labos. C'est effectivement, sur cette question de Smart City, c'est très clair. Une fois qu'on a dit, ouais, c'est la Smart City, c'est super, on va mettre des capteurs partout, on va mesurer à peu près le moindre dans truc. le métro lyonnais. Je ne peux pas être plus d'accord. Mais de fait, effectivement, la question de la gestion de la donnée comme un contenu numérique, c'est une question extrêmement importante. Et ça ne va pas être fait par des gens qui ont que des compétences algorithmiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des compétences à travailler les capteurs, à aller chercher la donnée. Nous, il faut qu'on travaille avec les compétences qui sont les nôtres historiques et nouvelles. On a des boîtes qui travaillent sur, effectivement, comment on se sert de ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que, dans votre question, c'est que dans ce cadre-là, il faut arrêter d'avoir une vision de l'innovation top-down. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les grands groupes qui vont dire que. Il faut multiplier les arènes dans lesquelles cette question de comment la ville intelligente comment les technologies de la ville intelligente sont réappropriées par les citoyens, il faut multiplier les arènes dans lesquelles ça se passe. Le tuba à Pardieu, c'en est un excellent exemple. Mais on va plus loin. Des espaces de hackers comme la Payastone, par exemple, c'est des choses extrêmement intéressantes de ce point de vue-là aussi. Ouais. Donc on se rend compte qu'un dessin animé ou un film d'animation, aujourd'hui, c'est pas le grand écart, mais c'est surtout hyper transversal. Absolument, voilà. Absolument. Et ces compétences-là, elles sont nécessaires à l'ensemble des marchés vers lesquels on va. Elles sont nécessaires dans la santé, elles sont nécessaires dans la ville intelligente. C'est ces compétences-là, développées au sein de l'animation, développées au sein du jeu vidéo. Le jeu vidéo, la gamification du monde, quoi. Enfin, et effectivement, c'est très transversal. Nous, on a vocation à irriguer le reste des secteurs industriels. Donc en fait, le jeu vidéo est de partout. Le jeu vidéo est partout. Parfait. Olivier Thomas, merci. Merci à vous. Passez une bonne journée et bon week-end à tous nos lecteurs de lyoncapital.fr. On se retrouve lundi avec un autre direct. Merci, au revoir.